Donc le professeur Daniel Sherman, biologiste moléculaire et neuropharmacologue français, spécialiste de biothérapie et d'imagerie biomédicale. Il est directeur de la Fondation des maladies rares. Merci infiniment d'avoir accepté de présider et d'animer cette conférence. Pour comprendre les vaccins ARN messagers, il faut comprendre un peu la biologie. Donc au départ, le plus gros de ma présentation sera une présentation explicative et aussi comment les maladies rares et les médicaments contre les maladies rares ont permis de trouver très vite les vaccins contre la Covid. Je suis directeur de la Fondation Maladies Rares, tout en étant un professeur émérite à la faculté de l'Université de Paris. Et voilà, donc je mentionne cette belle institution, cette belle fondation qui finance la recherche dans les maladies rares. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site fondationmaladiesrares.org pour avoir une idée de nos manifestations, de ce que nous faisons pour les maladies rares. Pour comprendre les vaccins, et encore plus pour comprendre les vaccins ARN, il faut comprendre un peu la biologie. Alors peut-être que ce que je vais raconter va être évident pour certains d'entre vous, mais ne connaissant pas les bases de tout un chacun, j'ai appris les définitions à zéro. Alors, ce que vous avez là, c'est une cellule humaine. Alors il y en a environ entre 10 000 et 100 000 milliards pour faire un organisme humain. Et donc ces cellules sont l'élément, la structure élémentaire du vivant. Et ça paraît complexe, mais en fait c'est assez simple finalement. D'abord, une cellule, ça doit être défini par un contenant. Et donc il faut une barrière entre la cellule et l'extérieur de la cellule. Ce que vous avez là, c'est la membrane des cellules. C'est une petite, comme une petite membrane de bulle de savon. Et c'est fondamental. Et ça permettra d'ailleurs de comprendre comment fonctionnent les vaccins à ARN. Et puis ce que vous avez là, c'est le noyau dans lequel se trouve le patrimoine génétique des cellules. Et c'est là que se trouve l'hérédité. Et c'est là que l'hérédité est transcrite en ARN messager. Et donc c'est ici que se passe le phénomène le plus important qui nous intéresse aujourd'hui pour les vaccins ARN messagers. Ensuite, ces ARN messagers, et vous en direz quelques minutes plus tard, vont sortir de la cellule et être transformés en protéines par des petites usines que l'on appelle les ribosomes, qui sont les points rouges ici. Vous voyez ? Et ces petites usines sont fondamentales parce qu'elles permettent de traduire l'ARN messager en protéines, qui sont les petits soldats de la vie et de l'organisme. Alors ça se passe dans des structures comme le réticulum endoplasmique rugueux. Là, vous avez la poubelle de la cellule qui s'appelle lysosome, c'est là que les déchets sont dégradés. Et puis, vous avez ici des mitochondries, qui sont des petites bactéries qui vivent en symbiose dans toutes nos cellules et qui nous permettent de fabriquer la molécule de l'énergie qui est l'ATP. Et donc, en fait, nous avons domestiqué cette bactérie et nous en avons quelques centaines par cellule, et c'est grâce à ces bactéries que nous vivons. Alors, elles sont totalement dégénérées, elles sont incapables de vivre par elles-mêmes en tant que bactéries, mais nous avons domestiqué ces petites, ce qu'on appelle des petites organelles. Vous voyez finalement que j'ai pratiquement tout dit, et que donc on comprend assez facilement comment fonctionnent toutes les cellules. Alors pour aller un peu plus loin dans comment sont fabriquées les protéines, comme je l'ai dit, ce sont les ouvrières, les briques, les usines de nos cellules. Et bien pour ça, on a dans le noyau l'ADN. Dans l'ADN, vous voyez, c'est une double hélice. On voit ici. Donc c'est une très grande molécule linéaire et elles sont appareillées par deux et elles forment un tire-bouchon comme une hélice, et on a comme ça un certain nombre de chromosomes suivant les espèces. Et je ne sais jamais combien on en a nous, peut-être 24, peut-être certains pourront me corriger. En tout cas, c'est l'hérédité, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. Et c'est ce qui fait que eh bien, le bébé va être un homme finalement et va ressembler souvent à ses parents. Et cet ADN, eh bien, il est transcrit, vous voyez la transcription ici, en un seul brin, qui est l'acide ribonucléique, qu'on appelle l'ARN messager. ARN, c'est acide ribonucléique. ADN, c'est acide déoxyribonucléique.
Et c'est cet ARN messager qui sera la base des vaccins ARN. Alors pourquoi on l'utilise pour les vaccins? Eh bien parce que cet ARN messager, il est expulsé du noyau, et dans cette petite usine qui s'appelle le ribosome, eh bien, grâce à un système d'adéquation entre la séquence de l'ARN messager et des petits facteurs qui finalement vont reconnaître 3 éléments de l'ARN messager à la suite comme ça, et ils vont accrocher une perle ici qui s'appelle l'acide aminé. Donc le ribosome, il va se déplacer, et 3 par 3, et par triplet, il va y avoir ce petit élément-là qui va se fixer et qui va coller la perle jaune à la perle rouge. Et ça, c'est une protéine. Vous voyez comment, à partir de la génétique, l'ADN, on forme une partie d'ADN va donner un gène, une petite partie d'ADN va donner un gène qui va être transcrit en ARN messager. Donc un gène, c'est ce qui conduit à une protéine. Cet ARN messager, il va servir finalement de, comment ça, de template en anglais, c'est-à-dire de patron sur lequel ces petits ARN de transfert ici vont 3 par 3 s'associer et faire une ligation. Et donc vous liez le corps lié de perle, et ça c'est la protéine qui est en cours de synthèse. Alors, bien entendu, on a cherché, les biologistes, à comprendre comment était formé cet ADN. Et donc, l'ADN est constitué de 2 longs brins sous forme de double hélice. Et en fait, c'est très simple comme molécule, elle n'a que 4 constituants. Imaginez-vous un collier de plusieurs milliards de perles, et à 4 couleurs seulement. A, T, G, C, il y a 4 éléments de base. Et c'est uniquement l'ordre A, T, T, G, 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 C, C, C qui définit le code génétique. Alors ensuite, ça, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est par exemple G, non, ça c'est A, ça c'est G, ça c'est C, ça c'est T, A ou G. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu différent. Chacune de ces 4 bases sont différentes, tout le reste est identique. Donc voilà les éléments de base de l'ADN. Et en fait, il y en a 2, et ils sont liés par de l'attraction chimique. Les 2 brins interagissent entre eux selon une découverte qui a été faite par Watson et Crick il y a une cinquantaine d'années, qui a valu le prix Nobel, et qui font que les 2 brins sont liés, parce que là vous avez des liaisons qu'on appelle hydrogènes qui sont assez fortes, et donc ça crée une double hélice qui est très très forte et très stable, et très robuste. L'ADN est une molécule très robuste. Alors cet ADN, il va servir de modèle pour l'ARN messager qui lui est beaucoup moins robuste, beaucoup plus labile, se dégrade beaucoup plus facilement. Et lui, il a 4 bases. C'est pas ATGC, mais c'est presque pareil, c'est AUGC. Et là encore, c'est un seul brin avec AUGC dans l'ordre qui définit quelque chose de beaucoup plus court que ce qu'est un ADN, ce qui est une chromosome. Et puis les protéines, comme je l'ai dit, eh bien finalement c'est un collier. Alors c'est fait à partir de ce qu'on appelle des acides aminés. Et en fait vous avez une liaison ceci va être lié à celui-là du suivant. Et donc vous allez avoir ici uniquement quelque chose qui est différent. Il y a 20 acides aminés différents, il y a 20 groupements R différents. Et vous allez avoir comme ça une suite, un collier de perles, avec cette fois-ci une vingtaine de couleurs. Et c'est ça qui donne la fonction de la protéine, c'est cette séquence spécifique qui va faire qu'une protéine va être un enzyme, les enzymes gloutons, ou va être une protéine de structure, ou va être une protéine qui dégrade, par exemple, qui produit des radicaux libres pour tuer les micro-organismes. Enfin, les protéines, ça sert à tout. Ce sont des éléments absolument merveilleux. Et il y en a plus de 50 000 différentes. C'est parce que leur structure est différente. C'est elle qui fabrique tous les constituants de l'organisme, y compris nos membranes, y compris nos os, et nos cellules. Tout ça est fabriqué par nos protéines. Et ça, c'est un peu résumé ici. Vous voyez ce collier de perles avec ce qu'on appelle
polypeptide, une chaîne polypeptidique. Ça, c'est une protéine qui est en cours de synthèse dans le ribosome en copiant l'ARN messager. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Eh bien, c'est parce qu'un vaccin ARN, ça va tout simplement consister à introduire de l'ARN messager dans les cellules. Et dans nos cellules, eh bien, on va fabriquer une protéine. Et l'ARN messager qu'on va mettre ici, c'est celui de la protéine, on appelle la protéine de pointe, de la couronne du Covid. On appelle ça la protéine spike en anglais. Et donc, si on introduit ça, eh bien, nos cellules, elles vont fabriquer de la protéine spike. Elles vont se conduire comme si on était infecté par le virus, mais on ne l'est pas. C'est uniquement la protéine du virus qui est exprimée par le virus. Et donc, notre réponse immunitaire, notre immunité va se déclencher. Et c'est comme ça qu'on va être vacciné. Alors, une comparaison, pour bien comprendre tout ça, c'est par exemple l'ADN, c'est un livre de recettes, c'est la liste des pages de toutes les recettes. L'ARN messager, c'est l'assistant qui apporte une recette. Le ribosome, c'est le cuisinier, c'est celui qui utilise la recette. Et le produit, ce qui est fabriqué, le plat, c'est la protéine. Vous voyez les différentes étapes et comment ça s'enchaîne. Alors, ceci vous montre le coût du séquençage d'un génome humain. Comment connaître la liste des lettres d'un génome humain. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire, l'ingéniosité humaine, l'homme est capable du pire comme du meilleur. En biologie, c'est vraiment le meilleur. En l'espace de peut-être 15 ans, on a divisé par 10 000 le coût pour obtenir toute la séquence d'un individu, qui permet de voir s'il a des maladies, quel type de maladie il a. Pour les maladies rares, c'est absolument fondamental. C'est, si vous voulez, ça permet d'identifier d'où vient la maladie, est-ce que c'est une maladie génétique, quelle est la cause de la maladie, parce que souvent, dans les maladies rares, les patients peuvent traîner pendant 4 ou 5 ans dans ce qu'on appelle l'errance diagnostique, et finalement, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils ont. Les enfants vont mal, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'ils ont, et la génétique permet maintenant de résoudre plus de 50% des cas de maladies rares inconnues. Et ça, c'est possible parce que le coût s'est absolument effondré de 100 millions d'euros, de dollars au début des années 2000, on en est maintenant à 500 € pour un génome entier. Alors tout ça, ça nous a permis des nouveaux concepts thérapeutiques. J'ai traduit un peu toute l'historique du médicament. Qu'est-ce qu'un médicament? Alors, au départ, c'est une petite molécule chimique qui va se fixer sur une protéine et modifier une protéine. Par exemple, l'aspirine, un des premiers médicaments, ça va inhiber une protéine qui a une fonction qui lorsqu'elle fonctionne trop de mal à la tête, eh bien, le petit médicament va se mettre sur la protéine et va la bloquer. Et ça va donner un médicament. Pareil pour tous les médicaments cardiaques, les bêta-bloquants, c'est une petite molécule chimique qui se met sur, cette fois-ci, une protéine qui joue un rôle de récepteur, qu'on appelle les récepteurs bêta, et en activant ou diminuant ces récepteurs bêta, on va protéger le cœur, ou au contraire lui donner un peu de stimulation lorsqu'on en a besoin. C'est souvent les bêta-bloquants, on bloque les récepteurs bêta, donc on bloque l'activation trop forte du cœur et on prévient l'incident cardiaque. L'Einstein de notre domaine, l'Einstein du médicament, c'est lui qui a créé le concept de médicaments chimiques et qui a créé toute l'immunologie, c'est Paul Ehrlich, qui dans notre domaine est l'équivalent d'Einstein. C'est lui qui avait tout trouvé. Si vous regardez sur Wikipédia, Paul Ehrlich, vous verrez, c'est l'inventeur de l'immunologie, c'est l'inventeur du concept de ce qu'on appelle la chimie médicinale, et c'est lui qui a trouvé le premier médicament chimique de l'histoire qui était contre la syphilis, qui causait des ravages à l'époque. Et c'est le premier qui a trouvé qu'une molécule chimique pouvait avoir une action sélective sur le vivant. Parce qu'auparavant, on disait, une molécule, c'est un poison. Donc, ça ne sert à rien. Ben, lui, il a eu l'idée géniale de dire, il y a des petites molécules chimiques qui ont une reconnaissance plus forte vers certaines cibles. Et si on peut avoir une sélectivité sur la cible, on va attaquer la cible et pas tuer le patient. Et donc il a trouvé le médicament qui... c'est assez amusant d'ailleurs parce que à l'époque, la chimie s'est développée à cause des usines de colorants. En Allemagne, c'était en fait, c'est grâce à vous mesdames, c'est parce que les fabricants de colorants cherchaient des belles couleurs pour les vêtements et donc ils fabriquaient des milliers et des milliers de molécules pour arriver à trouver des colorants qui tenaient sur les vêtements parce que les colorants, à l'eau à la vache, ça partait. Donc ils ont cherché des dyes, ce qu'ils appellent des colorants, et ils en avaient des milliers,
et ils essayaient de voir des colorants qui se fixaient sur le coton très fortement. Et donc Ehrlich, il avait accès à ces milliers de molécules, et ces molécules, il les utilisait pour regarder dans les tissus et arriver à connaître ce qui se passait dans les tissus, sur les coupes, pour voir si on pouvait colorer spécifiquement certaines zones tissulaires. Et de ça, il a déduit qu'effectivement, il y avait des colorants, qu'on appelait des colorants vitaux, qui se fixaient sélectivement dans certains aspects, certains points des cellules, certains endroits des cellules. Et donc, il a pu identifier qu'il y avait une affinité, une avidité de certains composants du vivant vers des molécules chimiques. Et ça, c'est la base des médicaments chimiques. Alors maintenant, il y a toute une nouvelle médecine, vraiment une révolution, qui vise non pas les protéines avec des molécules chimiques, mais qui utilise de l'ADN ou de l'ARN pour faire des médicaments. Et ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, qui est là-haut, où on administre des gènes, on administre de l'ADN. Ici, on fait des petits ARN chimiques, mais c'est quand même des ARN, hein, et ils ont un effet sur les vivants. Il y a toute une nouvelle classe de la médecine qui maintenant se développe à toute vitesse, qui est une révolution et dont on voit tous les jours qu'elle arrive à traiter des traitements qui étaient totalement incurables il y a 10 ou 15 ans, comme la neutrophile spinale infantile, qui causait la mort du bébé entre 6 mois et 1 an. Les parents voyaient mourir leur bébé à petit feu. Maladie incurable et terrible, assez fréquente malgré tout. Eh bien, elle est maintenant traitée grâce à la thérapie génique. Et c'est une révolution absolument extraordinaire. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, de maladie rare qui est traitée par ce type de traitement révolutionnaire. Et ce n'est pas un hasard. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est grâce à un médicament sur l'amyloïdose à transthyrétine qu'on a pu aller très vite sur le Covid-19. Donc c'est en rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui. En fait, cette maladie, elle est causée par une protéine, justement, qui s'appelle la transthyrétine, qui est fabriquée par le foie. Et il y a une maladie génétique assez rare, dans laquelle cette transthyrétine est mutée, c'est-à-dire elle a une mutation. Je crois que vous comprenez tous maintenant ce qu'est une mutation avec le Covid, hein, la séquence est modifiée. Et cette transthyrétine, eh bien, elle s'accumule dans les organes, le système nerveux, le rein, les yeux, le cœur, et à terme, c'est mortel. Et donc, c'est une maladie qui est d'apparition précoce dans certaines familles. Elle est très rare. Et donc, on essayait de trouver des médicaments. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans près du quart des patients, des personnes de plus de 85 ans, on trouve des amas, des dépôts de transthyrétine. Même si elle n'est pas mutée, elle s'accumule, elle crée des problèmes cardiaques et autres, au-delà de 85 ans, dans plus de 25% des personnes. Donc la question, c'est comment diminuer ces dépôts. Et pour ça, il y a une nouvelle technologie, dont le premier médicament est apparu il y a 4 ans. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement frais, qui s'appelle l'ARN interférence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARN interférence? Eh bien, ça revient à utiliser des petits ARN. Donc, je vous ai parlé d'ARN messager, qui est assez grand. Un ARN messager, c'est 3000 bases. Hein, ok, 3000 bases. Un petit ARN, c'est 20 bases. Et alors, on en a deux. C'est-à-dire que face à un G, on a un A, un C, pardon, et face à un T, on a un A. En fait, c'est pas un T, c'est un U. Donc on a UA ou GC. Et ça crée des liaisons rouges que je vous montrais tout à l'heure. Ça fait comme une petite hélice. Mais elle est toute petite. Elle a 20 éléments. Et en fait, il y a une découverte qui s'est déroulée il y a une vingtaine d'années. C'est absolument tout ça est très 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 récent. Qui s'appelle l'ARN interférence. Donc voilà un petit ARN ici. Et ça, c'est un double brin, exactement le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, je ne vais pas détailler ça. Voilà comment ça marche, cette utilisation de l'ARN interférence. Ça a été découvert sur des plantes. C'est un phénomène d'extinction qui a été découvert il y a une trentaine d'années. Et il y a 20 ans, on s'est aperçu que ça existait aussi chez les hommes. C'est que lorsqu'il y a une séquence qu'on appelle d'ARN double brin, 2 ARN, normalement l'ARN il est tout seul. C'est pas comme l'ADN, il est tout seul. Eh bien, lorsqu'il y a un ARN comme ça, double brin, ça entraîne un mécanisme cellulaire qu'on ignorait totalement et qu'on a découvert, qui s'appelle l'ARN interférence et qui est comme ça, vous voyez. Dans toutes les cellules, il y a un complexe de protéines qui s'appelle RISC, qui veut dire RNA Induced Silencing Complex, c'est-à-dire complexe de silençage d'extinction induit par l'ARN. Okay.
Et ce risque, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va enlever un des deux brins, et ce brin-là, il va le garder, et ce brin-là, il est complémentaire de l'ARN messager. Il va reconnaître un type d'ARN messager correspondant à une protéine, et uniquement un. Donc là, ce que vous avez, c'est l'ARN messager d'une protéine donnée, et si vous avez bien dessiné la séquence, vous avez bien calculé ce que vous mettez à l'extérieur de la cellule, et bien ici, vous allez avoir cette complémentarité, un A en face d'un U, un G en face d'un C, un U en face d'un A, AU, 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 GC, etc. Et donc ça va se lier. Hein, et ça va se lier uniquement sur les ARN messagers qui correspondent à une protéine donnée. Il y en a beaucoup de cette protéine dans la cellule, mais c'est un certain type de protéine. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on administre un double brin qui correspond à la transthyrétine, à la séquence de la transthyrétine qu'on veut inhiber. Et ce qui se passe, c'est que ça entraîne une coupure. Le système ici risque va couper l'ARN messager, va le dégrader, et ensuite, c'est un mécanisme catalytique, il est de nouveau capable de se lier et de nouveau de dégrader un ARN messager. Et donc comme ça, vous allez arriver de façon très sélective à dire, cette protéine transthyrétine mutée, elle m'embête. Eh bien, j'envoie ça dans le foie, parce que c'est le foie qui fabrique la transthyrétine mutée, et je vais empêcher le foie de faire cette protéine, puisque je vais dégrader tous les ARN messagers qui conduisent à la protéine. Et uniquement celui-là. C'est un médicament extrêmement sélectif, il n'y a aucun effet annexe, c'est un peu le médicament rêvé, de type clé-serrure, tel que Paul Ehrlich avait défini. Paul Ehrlich, il avait défini le médicament comme étant clé-serrure. La serrure, c'est la protéine qu'on cible, et la clé, c'est celle qui reconnaît la protéine de façon sélective. Et voilà. Alors le problème, ça a été de délivrer ces petits ARN dans les cellules. Parce qu'en fait, ces petits ARN, si vous connaissez un peu d'électricité, ils sont chargés négativement. Et la membrane des cellules, elle est chargée négativement aussi. Et en plus, ces ARN, ils sont très solides dans l'eau. Et la membrane des cellules, elle empêche de passer l'eau. Elle est hydrophobe, ce qu'on appelle, parce que ça définit l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur de la cellule, il y a de l'eau. À l'extérieur, il y a de l'eau. La membrane, elle empêche l'eau de passer, jusqu'à un certain niveau. Et donc, on se heurtait à ce problème. Comment trouver des ARN pour faire des ARN interférents qui rentrent dans les cellules. Alors il y a eu beaucoup de chimie, je ne vais pas vous détailler toute la chimie, il y a eu 10 à 15 ans de chimie qui a été faite là-dessus, mais aussi il y a eu quelque chose de tout à fait remarquable. Et cette figure-là, vous allez retrouver exactement la même dans les vaccins ARN. On a utilisé, ça c'est une membrane biologique, ça c'est de la membrane des cellules. Ce que vous avez là, c'est des lipides. Les lipides, c'est un peu comme ce que vous avez dans l'huile, sauf que l'huile, c'est triglycérides. Là, c'est des diglycérides. C'est-à-dire ils ont deux chaînes hydrophobes qui n'aiment pas l'eau. Ils ont une tête qui aime l'eau, et qui est chargée, ou neutre. Et là, il y en a deux qui n'aiment pas l'eau. Donc là, vous avez ici comme une espèce de membrane qui n'aime pas l'eau. Donc l'eau ne peut pas passer. OK? Et bon, là, je vous passe ce que c'est. On a greffé par chimie un polythylglycol. Il y a tout un tas d'optimisations. Mais c'est ce genre de vésicules qu'on appelle des nanoparticules lipidiques, ou on appelle ça des liposomes, parce que c'est à base de lipides. C'est ce genre de nanolipides qui, lorsqu'il est administré par voie intraveineuse, va directement dans le foie et délivre l'ARN interférent dans le foie. Et c'est comme ça qu'on arrive à dégrader totalement la transthyrétine. Et c'est une technologie qui a été développée par Alnylam Pharmaceuticals pour traiter la transthyrétine. Et pour vous donner juste un autre exemple de ce à quoi ça peut servir, il y a une maladie rare qui est une maladie d'hypercholestérolémie, dont il y a des familles qui sont des hypercholestérolémiques essentielles, génétiques. Et c'est une Française, Catherine Boileau, qui est dans notre conseil scientifique, qui a découvert la cause génétique, qui est un gène que l'on appelle PCSK9. Peu importe, c'est l'hébreu, PCSK9. Et bien, cette société Alnylam, elle a fabriqué un petit ARN interférent contre PCSK9 pour traiter les hypercholestérolémies génétiques. Et ça marche très bien. Et ça marche tellement bien qu'ils se sont dit, bon, on peut peut-être traiter les gens qui ont l'hypercholestérolémie, pas uniquement les génétiques, mais toute la population. Et ça marche tellement bien que la petite société qui avait licencié ce brevet à Alnylam vient d'être rachetée pour $1,5 milliard par un grand de la pharma. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans la réalité par rapport à ces nouvelles technologies qui sortent en ce moment. Voilà. Donc,
Tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que, imaginez qu'ici vous aviez un ARN messager, ben là vous avez un vaccin contre le Covid. C'est parce qu'on avait ces choses-là, ce médicament qui est sorti il y a 4 ans dans le commerce, qu'on a pu aller tellement vite, et que les premiers vaccins ont été des vaccins ARN messager, alors que c'était une technologie qui était un peu nouvelle, mais pas tout à fait nouvelle quand même, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça vous explique un peu le cycle de comment ça marche. Je vais peut-être aller un peu vite là-dessus, mais vous voyez ce genre de la petite goutte de lipide gras qui contient les ARN interférents. Elle va se fixer sur la cellule, elle va être mangée par la cellule, par un mécanisme que je ne veux pas détailler, et elle va délivrer son contenu à l'intérieur, et elle aura son effet. Vous voyez, une fusion, comme 2 bulles de savon qui fusionnent ici, et elle va libérer le contenu dans la cellule, et on aura maintenant l'effet thérapeutique. Alors ça, c'est l'effet thérapeutique, hein, vous voyez. Vous avez ici ce genre de choses, et on l'injecte par voie intraveineuse des patients. Et ça, c'est le niveau de transthyrétine mRNA. C'est le niveau de transthyrétine, vous voyez. Et puis si on ajoute le siRNA, vous voyez que ça s'effondre complètement. C'est-à-dire que l'ARN messager dans les cellules s'effondre complètement, et que le foie ne fait plus de transthyrétine. C'est comme ça qu'on soigne les malades maintenant, puisqu'on bloque totalement la production de la protéine pathologique. Alors les vaccins pour la Covid-19, eh ben, j'ai pratiquement tout dit, et je vais peut-être vous donner quand même quelques bases sur d'abord la Covid-19 et sur les vaccins. Alors la Covid-19, eh bien, elle touche, là c'est en fonction de l'âge, hein, et là vous avez le nombre de personnes mortes, c'est le bleu, jaune c'est malade, le rouge c'est sorti, bon, on voit très bien, ça vous le savez, que ça touche les personnes âgées en priorité, à partir de 65, 70 ans, nous sommes concernés et on a le devoir d'être extrêmement prudents. Ça, c'est l'espérance de vie au Royaume-Uni. Alors, j'ai choisi une slide aux États-Unis anglaise parce que j'avais présenté ça à des Anglais. Vous voyez qu'entre 1765 et 2020, eh bien, vous avez que l'espérance de vie qui est passée de 42 ans à 85 ans. OK? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici au moment de la flèche verte? C'est l'apparition des premiers vaccins. Donc ça vous démontre de façon indubitable que la vaccination nous permet d'avoir une espérance de vie absolument augmentée et nous protège contre des choses qui tuaient les gens avant la quarantaine. Et ça, c'est par exemple une maladie que vous n'avez sans doute pas connaître, qui est la rougeole, qui est une maladie quand même dramatique. Hein. Et ça, c'est le taux de cas de rougeole par million dans le monde par rapport au taux de couverture vaccinale. Et vous voyez que un jour, on aura sans doute éradiqué la rougeole, non si ce n'est pas déjà le cas, à partir du moment où tous les gens seront vaccinés. Donc ça démontre de façon indubitable, si ce n'était nécessaire, de l'importance, bien entendu, des vaccins, contrairement à ce qu'on dit certains. Alors qu'est-ce que la Covid-19? Eh bien, Covid, ça code pour Corona, CO, viral, VI, disease, maladie en anglais, 2019. Alors c'est une pandémie apparue en 2019 par un virus qui en fait c'est pas le virus Covid, nous on appelle ça le virus de la Covid, mais le virus c'est le SARS-CoV-2. Alors SARS c'est pour RS, ça veut dire Respiratory Syndrome, syncytial, etc. Donc c'est un syndrome respiratoire aigu. Syncytial Acute Respiratory Syndrome, et c'est le deuxième de la série. Donc c'est un coronavirus, le deuxième, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. Alors pourquoi on l'appelle un coronavirus? Parce qu'il a une couronne, vue en microscope électronique en blanc. En fait, c'est une sphère, hein, et il a des petites choses qui produisent des protubérances comme ça, mais en coupe comme ça, c'est comme s'il avait une couronne, et c'est pour ça qu'on l'appelle. Il est très reconnaissable, un virus à couronne, un coronavirus. Alors, c'est une maladie infectieuse, elle se propage, vous le savez, par des gouttelettes respiratoires dans l'air. Alors, il y a une famille de virus qui sont les coronavirus, hein, ce sont du corona, et c'est grâce à ces espèces de petites protubérances qu'elles se fixent très facilement au niveau des muqueuses, le nez, la bouche, les poumons,
et il se multiplie immédiatement et ça crée ce qu'on appelle une épidémie lorsque c'est local dans un pays, et une pandémie lorsque ça concerne le monde entier. C'est exactement le cas qui nous a préoccupés depuis maintenant 2 ans. Vous avez peut-être vu ces différents noms dans la littérature, hein. Donc le nom savant c'est un péplomère, mais en fait on l'appelle ça aussi un spicule ou un protéinès ou une protéine de pointe. C'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup en virologie. Et puis en anglais c'est la protéine spike, et je pense que vous avez tous entendu parler de la protéine spike, hein, c'est le terme qu'on utilise maintenant. Alors c'est une glycoprotéine, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois des acides aminés de type protéique et des sucres. Glyco ça veut dire sucre. Donc c'est une protéine un peu complexe. Et elle émerge de l'enveloppe virale, comme vous le voyez ici, et ça c'est une présentation réaliste, hein. C'est obtenu par cristallographie en rayons X qui vous donne à 3 dimensions l'apparence réelle à l'atome près de ce qu'est ce virus. Et ça c'est des molécules, ça. Enfin c'est des atomes, pardon, c'est des atomes. Parce que ça, tout ça c'est une molécule, protéine spike, et des petits points rouges ici, c'est des atomes, c'est des constituants éléments élémentaires d'une molécule. Qu'est-ce qu'un vaccin? Comment ça fonctionne le vaccin? Alors, d'abord, eh ben, vous voyez, là vous avez un virus qui rentre dans une cellule. Et puis il injecte son ARN messager. Alors c'est pas toujours comme ça, mais en gros il est internalisé dans une vésicule, puis il rompt la vésicule et il injecte son matériel génétique dans le noyau, l'ARN messager ou l'ADN. Hein, dans le cas de coronavirus, c'est un virus, me semble-t-il, à ADN. Et alors, une fois qu'il est à l'intérieur, eh bien cet ADN viral, eh bien, il va être transcrit en ARN messager viral et ça va faire des nouveaux virus. Alors, en fait, quand une cellule est infectée ou lorsqu'elle est vaccinée, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est vaccinée à un ARN messager, par exemple? Eh bien, elle fabrique, grâce au ribosome que j'ai décrit là-haut, des protéines, et en particulier la protéine spike. Si elle est infectée par le virus, elle va produire toutes les protéines du virus. Si elle est infectée uniquement par injection, lui administrée, si elle est vaccinée uniquement par l'ARN messager qui code pour la protéine spike, elle va fabriquer que la protéine spike, c'est ce dont je crois que je vais me concentrer maintenant. Et donc ça, c'est la protéine spike. Et il y a des petits morceaux de protéine spike qui vont être coupés en petits morceaux élémentaires de 8 perles, 8 perles du collier, environ. Et ces 8 perles du collier, on appelle ça des antigènes, c'est-à-dire ils sont sélectifs de la protéine spike. Parce qu'il y a une possibilité de 20. Le nombre de perles de 8 acides aminés, c'est 20 par 20 par 20 par 20 à la puissance 8, donc c'est absolument gigantesque. Et donc, ces 8 mères, ces octamères sont spécifiques de la protéine. Donc finalement, ce que vous allez avoir ici, c'est un système de présentation, qu'on appelle le système HLA, peu importe, et la cellule, elle se défend en présentant des peptides en disant « je fabrique cette protéine spike ». Et aussi, elle en exprime à cet endroit-là. Et elle en produit à l'extérieur. Et ça va être pris, reconnu par une cellule, une population cellulaire qu'on a nous, qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. On en a beaucoup dans la peau, par exemple, cellules dendritiques. Et ces cellules, ce sont des cellules spécialisées pour gober la protéine spike, ou reconnaître ici des petits morceaux ici, et finalement, eh bien, les présenter à d'autres populations cellulaires qui sont des populations de l'immunité. Donc c'est une cellule qui présente, elle est présentatrice d'antigènes, elle présente les antigènes au système immunitaire pour nous permettre de nous défendre. Donc voilà cette cellule présentatrice d'antigènes. Et c'est ce que je disais, elle présente des fragments de protéines. Et à qui elle présente ces fragments de protéines? À une autre population cellulaire qu'on a découvert au fil des années, qui s'appelle le lymphocyte T auxiliaire. Donc là, vous avez la cellule présentatrice d'antigènes, c'est un facteur, c'est un transmetteur, hein, c'est l'acide torcusto en fait. Puis là, vous avez le maître d'œuvre, qui est l'un des maîtres d'œuvre, qu'on appelle le lymphocyte T auxiliaire, qui lui aussi est un auxiliaire, mais qui est un lymphocyte. Alors lymphocyte T, ça veut dire que ce sont des cellules du sang
T, ça vient, sont fabriqués par le thymus. Donc, le thymus, c'est une glande que l'on a ici, sous la gorge. Et donc, nous fabriquons des milliards et des milliards et des milliards de ces lymphocytes T auxiliaires tous les jours. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce lymphocyte T auxiliaire? Il est là-haut, vous voyez. Il va aller présenter son petit bout de peptide, son petit bout là, de 8, ce 8 mères, au lymphocyte B, qui va être aidé par ce lymphocyte auxiliaire et qui va aussi être stimulé parce qu'il reconnaît aussi les petits bouts de peptides de spike sur la cellule infectée ou vaccinée. Et une fois qu'il a ces deux signaux, le lymphocyte B il va commencer à proliférer et c'est lui qui va fabriquer les fameux anticorps qui nous protègent. Donc c'est la population qui va se multiplier et qui va donner ce qu'on appelle des plasmocytes, qui est une usine extrêmement spécialisée qui fabrique à la chaîne des centaines de milliards d'anticorps. Ces anticorps, c'est pas n'importe lesquels. Le lymphocyte B qui prolifère, c'est uniquement celui qui produit des anticorps contre la protéine spike. Pas contre n'importe quoi. Donc, en fait, c'est la présence de la protéine spike qui va stimuler la prolifération d'anticorps qui vont produire des anticorps de lymphocyte B qui vont produire des anticorps contre spike. On a une librairie de lymphocyte B dans notre organisme contre tout et n'importe quoi. Ils sont présents à un niveau très faible, mais lorsqu'il y a une protéine étrangère comme la protéine spike, alors là, c'est le signal. Celui-là qui reconnaît, enfin, il y en a plusieurs, ce qu'on appelle les polyclonaux, ceux qui reconnaissent le 8 mères de la protéine spike, ils vont être multipliés, les autres ne vont pas bouger. Et en particulier, ceux qui reconnaissent le SOA ne sont pas actifs, puisqu'on ne va pas s'autodétruire. Hein. Donc c'est une amplification sélective des lymphocytes B et la production d'anticorps. Et une fois qu'on a cette production absolument extraordinaire d'anticorps, eh bien voilà ce que fait cet anticorps. Vous voyez le virus qui circule, et bien l'anticorps il va se verrouiller, s'accrocher avec une puissance énorme à la protéine spike et il va recouvrir le virus et il va donc neutraliser le virus. Voilà une image comme ça d'anticorps qui va se fixer sur la protéine spike. Et ça va avoir pour effet de se fixer sur la protéine spike et donc de le marquer pour la destruction. C'est-à-dire que lorsque vous avez ici ce type de choses-là, eh bien, vous avez derrière des cellules qui sont spécialisées pour détruire. C'est des destructrices, c'est le rouleau compresseur, le bulldozer, et ils vont aller, avec des radicaux oxydants très puissants, digérer et détruire tout ce matériel recouvert d'anticorps. Et puis, comme ils recouvrent les virus, ils empêchent les virus d'infecter d'autres cellules. Donc ça bloque aussi l'infection par un second mécanisme, ça crée une couverture qui empêche les virus sécrétés et produits par une protéine infectée, par les cellules infectées, d'aller dans une autre cellule. Donc ça bloque la prolifération de l'infection. Puis vous avez un autre système, qui est un système qu'on appelle l'immunité cellulaire, et on a besoin des deux systèmes pour survivre. C'est des lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T cytotoxiques ou tueurs. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont être activés par la cellule présentatrice d'antigènes, et uniquement ceux qui reconnaissent la protéine spike vont être activés. Et une fois qu'ils sont activés, ils vont reconnaître les cellules infectées, parce qu'elles présentent le même type de produit de 8 perles, et elle va détruire la cellule infectée. Donc ça, c'est de lymphocytes tueurs. Et on a besoin des deux types de stimulitaires, et ce sont ces cellules-là qui disparaissent chez les patients atteints de sida. Hein, donc le sida, c'est la mort sélective, parce que le virus de HIV tue sélectivement ces cellules-là. C'est pour ça que les gens développent ce qu'on appelle une immunodéficience, parce que leur lymphocyte T tueur, cytotoxique, qu'on appelle les T8, et ces T8 sont dégradés. Alors pourquoi des rappels? Eh bien parce que on s'aperçoit que lorsqu'on fait l'immunisation primaire, ça c'est la quantité d'anticorps que vous détectez dans le sang, bien voilà ce que vous obtenez lors d'une première immunisation. Mais une fois que le système immunitaire a été stimulé, si on y revient environ 3 semaines plus tard, vous voyez qu'on multiplie par entre 10 et 100 000 la quantité d'anticorps. Donc il est absolument nécessaire de faire le rappel, et encore un troisième ou un quatrième, pour bénéficier de ces choses-là. Alors quels sont les vaccins qu'on a pu développer contre le Covid-19? Ben là vous avez
toutes les stratégies vaccinales qui ont été mises en œuvre, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de possibilités finalement de lutter contre ce virus. Alors il y a les vaccins qui injectent de l'ADN coton pour l'ARN messager, mais je ne vais pas en parler parce qu'il ne marche pas très bien. C'est malheureusement le domaine sur lequel moi-même j'ai effectué la plus grande partie de ma recherche, parce que à l'époque où je faisais de la recherche, j'en fais encore, mais il y a une vingtaine d'années, on ne savait pas fabriquer de l'ARN messager, et on ne savait pas le stocker. Il était très instable. Donc on ne pouvait pas faire de vaccin ARN messager, et je vous dirai pourquoi. Alors il y a cette première chose, qui est le vaccin Moderna et BioNTech, qui sont des vaccins dans lesquels on administre l'ARN messager codant pour la protéine Spike. C'est toujours la protéine Spike. Ensuite, vous avez des vaccins ici vivants atténués. Ça, c'est un virus de corona qui a été atténué, affaibli par des traitements chimiques. Et lorsqu'on l'administre, eh bien, on fait une réaction immune, parce qu'il y a la protéine Spike qui est administrée ici, mais il n'y a pas on n'est pas infecté, ou très faiblement. Alors, il y a beaucoup de vaccins, comme la variole, la rubéole, etc., la varicelle, qui sont des vaccins vivants atténués et qui font ça bien. Alors, il y a le vaccin inactivé. Là, le vaccin, il est complètement tué, le virus. C'est-à-dire qu'il est mort. Il est totalement inactivé. Il produit, on voit, il y a les protéines, mais il n'a plus de matériel génétique comme a le vaccin vivant atténué. Et ces vaccins inactivés, eh bien, on les utilise, par exemple, pour la polio. Alors, dans tous ces cas-là, il y a eu des sociétés qui ont développé, ou qui continuent de développer, des vaccins contre la Covid-19 par ces différentes stratégies. Et puis, vous avez le vaccin sous-unitaire. Ça, c'est malheureusement la stratégie que Sanofi a développée. Elle est très puissante, puisqu'elle permet d'avoir des vaccins contre le papillomavirus humain, qui crée des cancers génitaux chez la femme et des cancers tétaculaires chez l'homme. Il y a des vaccins contre l'hépatite, contre la rougeole, pertussis, eh bien, ou pour rubéole, je ne sais pas, c'est pertussis. En tout cas, ce sont dans ces cas-là, on injecte de la protéine ou des bouts de protéines, et c'est ça qu'on appelle des vaccins sous-unitaires. Donc, Sanofi avait choisi cette approche parce qu'ils ont un vaccin contre l'hépatite qui marche très bien par cette approche, mais malheureusement, contre le Covid, eh bien, ça s'est avéré ne pas être efficace. Mais c'était imprévisible à la base. Et puis il y a un autre vaccin que vous avez connu parce que certains d'entre vous ont peut-être eu de l'AstraZeneca. Alors là, c'est beaucoup plus subtil. On prend un virus qui n'est pas toxique chez l'homme. Par exemple, un rhinovirus, un virus du rhume, du chien ou du macaque, du chimpanzé. Il est capable d'infecter les cellules humaines, mais il n'est pas capable de se multiplier et de faire une vraie maladie, une vraie infection. Un virus totalement pas nocif pour l'homme. Et donc, ce qui a été fait ici, c'est d'enlever un petit bout de la séquence génétique de ce virus, de l'ADN du virus, et de lui mettre une séquence qui code pour Spike, du coronavirus. Donc ça, c'est le virus normal, qui se lie fixe, mais il n'a pas de protéine Spike. Il a la protéine de ce propre virus, qui est souvent un adénovirus. Et lorsqu'il infecte faiblement les cellules du patient, eh bien, il produit du Spike, et il y a une réponse immune contre le Spike qui est fait. Et ça, c'est le principe des vaccins AstraZeneca, que vous connaissez bien, puisque c'est le premier qui est disponible en France, mais aussi du Sputnik, le vaccin russe, Johnson & Johnson et une compagnie chinoise. Et vous voyez que beaucoup de choses sont possibles et que tout le monde est parti en même temps. Mais les premiers à arriver sont ceux qui ont fait les vaccins ADN et ARN. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est toute une galère de fabriquer une protéine ici, sous-unitaire, de trouver des conditions où elle peut être stable. C'est toute une galère de faire ce type de vecteur viral ou de fabriquer ces vaccins, trouver des bonnes manières d'atténuer ou d'inactiver tout en ayant une bonne immunité. Là, c'est très simple. On sait maintenant faire de l'ARN messager assez facilement. Dans un litre de tube, on fait de quoi faire des centaines de millions de doses. Et ça, c'est grâce à un miracle de la biologie moléculaire que je vais vous expliquer. Avec, je pense, quelqu'un qui aura un prix Nobel, deux personnes qui auront un prix Nobel, deux Américains. Et si jamais le virus mute,
eh ben, on fabrique un ARN messager différent. Ça fait 20 ans qu'on cherchait à faire de l'ARN messager pour faire des vaccins. Et on avait essayé pour en faire des vaccins contre Ebola, le virus de la rage et le virus Zika. Et en fait, on n'y était pas arrivé, sauf qu'on y était arrivé pour le virus Ebola. Ça marchait, et comme l'épidémie d'Ebola est tombée très rapidement, comme ça coûte des milliards de développer un vaccin, d'avoir les autorisations réglementaires, etc., eh bien la recherche s'est arrêtée là parce qu'on avait quelque chose qui pouvait fonctionner, mais on n'avait plus besoin, puisqu'Ebola s'est arrêté. Mais tout était prêt lorsque Covid-19 est arrivé, donc aussi bien Pfizer que Moderna. Dès qu'ils ont eu la séquence du virus, eh bien ils ont dit, dans cette séquence-là, il y a la protéine spike, on va la modifier un peu pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, et puis c'est ça qu'on va servir comme patron pour faire nos ARN messagers. Donc tout était prêt pour foncer, et ça marche comme ça. Ces fameuses nanoparticules lipidiques ou liposomes qui sont ici, qui contiennent l'ARN messager, qui libèrent l'ARN messager, qui va dans le ribosome, qui fabrique de la protéine spike. Et la cellule exprime spike, et on a un vaccin. D'abord, l'ARN messager, il était instable, et puis il activait trop fortement le système immunitaire, c'est-à-dire qu'on avait essayé auparavant et les cellules s'autodétruisaient parce qu'on leur mettait l'ARN messager étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des virus ARN messagers, donc il y a des cellules qui ont un système qu'on appelle l'interféron, qui est un système de défense qui font que lorsque la cellule est infectée par un virus ARN messager, elle s'autodétruit et elle crée de la fièvre. Et donc on n'arrivait pas à maîtriser cette chose-là. Et en fait, il y a une chimie qui a été développée. Vous voyez ici dans la séquence, vous avez C, G, A, G, Psi, Psi, C, G, ici, là, Psi, Psi, Psi. En fait, Psi, c'est ce qu'on appelle, Psi, c'est parce que ça veut dire pseudo-uridine. C'est pas l'uridine native, c'est une modification d'uridine. Et c'est ça qui a permis cette astuce absolument géniale, qui a découvert qu'en utilisant la pseudo-uridine, eh bien, on avait un ARN messager qui était beaucoup plus stable, moins dégradable. Il était quand même traduit en protéines, mais il n'activait pas la réaction d'interféron. Et donc, la cellule dans laquelle on introduisait cet ARN messager n'était pas dégradée. Et c'est exactement cette technologie de pseudo-uridine qui est utilisée par Moderna et Pfizer. Et puis, il y a une séquence qui a été modifiée, comme j'ai dit, pour stabiliser la protéine spike. C'est-à-dire que ce n'est pas la protéine spike réelle, c'est une protéine spike qui est encore plus stable et qui donne une réponse immunitaire beaucoup plus forte. Et puis il y a eu ces fameux phospholipides, qui sont les constituants des membranes, avec un mélange absolument bien défini de 60% de cholestérol pour édifier la membrane. Ça c'est le cholestérol ici, vous voyez. Ça c'est des phospholipides. Ça c'est des phospholipides dans lesquels on a greffé chimiquement une molécule qu'on appelle le polyphénylglycol. Il y a eu toute cette optimisation. Et cette optimisation, elle avait déjà été faite pour la transthyrétine. Donc cette optimisation qui avait pris 20 ans pour la transthyrétine, elle était prête pour les vaccins à l'ARN messager. Tout ça pour dire que finalement c'est une très longue histoire, avec la découverte de l'ARN messager dans les années 1960, avec première isolation de l'ARN messager dans les années 70, des liposomes utilisés comme médicaments dans les années 75 à 80, des liposomes pour des essais de vaccins, et puis en 1980, la première utilisation d'ARN messager délivré sous forme de liposomes avec des lipides à des cellules pour faire un vaccin en 80. Mais pas encore beaucoup de... Là, dans ce cas-là, l'ARN messager, il était produit par des cellules. C'était très lourd. Et là, le premier mRNA spécifique synthétisé au laboratoire, c'est dans les années 85. Et puis ensuite, ça continue. Au départ, on a voulu développer ces ARN messagers comme des traitements. On verra. Et puis dans le vaccin contre le cancer, en 95. Et puis, les nanoparticules, à 4 composants, c'est-à-dire cholestérol, lipides PEG, lipides cationiques et lipides neutres, 4 composants. Ça date de 2000, c'est Peter Cullis au Canada. Et puis la découverte de la pseudo-uridine en 2005. En 2010, la première utilisation de l'ARN modifié comme ça pour faire un vaccin contre la rage.
Et en 2015, entre 2015 et 2020, le médicament contre la transthyrétine, l'amylose de la transthyrétine, dans les années 2017-2018, et en 2021, le vaccin ARN messager contre Covid-19. Donc, comme on dit en science, nous progressons sur les épaules des géants, on ne fait rien tout seul. En résumé, donc, dans le cas des vaccins ARN messager Covid-19, les cellules sont invitées à fabriquer uniquement la protéine de pointe, la spike, du virus SARS-CoV-2. Ça, c'est suffisant pour activer le système immunitaire et il n'y a pas suffisamment d'instructions pour faire un virus complet. C'est totalement non toxique. Hein? Ils n'utilisent pas de virus affaibli ou tué, ils utilisent uniquement une petite composante d'ARN messager d'une protéine du virus. Ces antigènes déclenchent le système immunitaire pour produire des anticorps protecteurs spécifiques qui neutralisent le virus. Et donc, c'est des anticorps qui sont nécessaires pour combattre la Covid-19. Et si une personne vaccinée est exposée au Covid-19, le système immunitaire est préparé, il détectera très très vite les antigènes familiers et il produira des anticorps en quantité gigantesque pour neutraliser. Et pour conclure, il y a d'autres perspectives thérapeutiques de l'ARN messager. Comme je l'ai dit, l'ARN messager codant pour toute protéine virale ou bactérienne. On peut imaginer des vaccins contre toutes les infections. On peut essayer de dire, eh ben, je vais administrer cet ARN messager dans une protéine manquante, dans une cellule qui manque, dans laquelle la protéine est manquante. Il y a des maladies génétiques dans lesquelles il y a des protéines qui sont manquantes. Eh bien, on peut essayer d'administrer. Alors, c'est un peu délicat parce que l'ARN messager a une courte durée de vie malgré tout. Donc, il faudrait pouvoir retraiter toutes les 2 ou 3 semaines. Mais parfois, ça peut être utile. En particulier, pour des ciseaux moléculaires qui visent à réparer l'ADN. Et ça, c'est pour les maladies génétiques. On peut essayer maintenant de cibler sélectivement une mutation responsable d'une maladie génétique et réparer cette mutation. Ces ciseaux moléculaires sont des ciseaux qui peuvent être utilisés aussi pour dégrader l'ADN à un site codant une protéine mutée pathologique. Une protéine qui crée des problèmes. Et c'est là qu'on revient à la transthyrétine, parce que l'année dernière, il y a eu le premier essai clinique où on a injecté un ARN messager codant pour CRISPR-Cas9, qui est un ciseau moléculaire qui va reconnaître un endroit bien précis dans le génome et couper à cet endroit-là. Et donc on coupe la transthyrétine. Et on a ces petites particules de lipides, ces petites gouttes de graisse qui vont au foie. Et donc on arrive à abaisser la transthyrétine. Et là, c'est un seul traitement. Parce qu'une fois qu'on a dégradé ce gène dans l'ADN, c'est pour toujours. Donc là, c'est un traitement unique. Et donc on revient à la maladie rare, cette fois-ci, non pas en traitement avec une polyglycémie qu'il faut injecter tous les mois, tous les 2 mois, tous les 4 mois pour... c'est quand même pas mal, parce que avec les petits ARN interférences, c'est un traitement tous les 3 mois. C'est quand même magnifique. Hein, parce qu'ils ont modifié la chimie, et que c'est tellement stable maintenant que ça reste dans la cellule, et que ça fait le travail. Mais là, c'est quasiment pour la vie. On va réparer. Alors, c'est ouvert, par exemple, pour les hémophiles, où on peut réparer une protéine pour faire une protéine saine, mais c'est ouvert aussi pour des mutations, par exemple l'amyloïdose à transthyrétine, mais il y a plein de maladies amyloïdes. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie amyloïde, la chorée de Huntington, c'est des maladies amyloïdes. Donc on peut espérer à terme venir cibler les ARN messagers pathologiques et venir les dégrader, et beaucoup plus finement encore, dans beaucoup de ces maladies génétiques qu'on appelle les maladies négatives dominantes, dominantes négatives, il y a un gène sain, parce qu'on a 2 gènes pour chaque protéine, il y en a un qui est sain et un qui est pathologique. Et c'est le pathologique qui fait la maladie, mais on a besoin quand même de la protéine pour vivre. Et donc avec ces techniques-là, on peut espérer cibler sélectivement l'ADN qui est muté, qui est pathologique, et garder le brin sain pour que, enfin le gène sain, pour que, pas le brin, parce que c'est deux ADN, hein, 2 chromosomes, mais garder le gène sain et dégrader le gène pathologique. On voit que les perspectives sont extraordinaires. On envisage par exemple de guérir les cellules infectées par le virus du sida, puisque le virus du sida, vous savez que le génome du virus est intégré dans le génome, dans les chromosomes du malade. Donc on ne peut pas guérir du virus du sida. On peut avoir des médicaments pour ne pas souffrir, des pathologies du sida, mais on ne peut pas guérir parce qu'on ne peut pas éradiquer le virus. Donc là, l'idée, avec ces ciseaux moléculaires, c'est d'arriver à les cliver
le génome du virus du sida dans les cellules du patient, de façon à guérir ces cellules. Voilà, je vous remercie. Très complexe. Ah, j'essaie de faire simple. Non, mais c'est quand même complexe parce que... Mais quand vous parliez de l'Alzheimer, comment ils vont faire pour pénétrer à l'intérieur du cerveau? Parce qu'elles sont éteintes maintenant, les cellules du cerveau. Ça c'est le problème. Ça, c'est le problème. Le problème de la délivrance au cerveau est extrêmement complexe. Et effectivement, on y arrive. On a ce qu'on appelle des vecteurs viraux, des virus modifiés, qui pénètrent dans le cerveau. Et donc, on injecte aux patients, c'est des thérapies géniques. Parfois veineux, ça travaille. Alors, ça peut être, le Graal, c'est intraveineux. Actuellement, on le fait par voie intracérébroventriculaire ou intratécale, c'est-à-dire dans la moelle épinière. Mais ça va dans le cerveau. C'est comme ça qu'on traite justement la myotrophie spinale infantile, qui est une maladie des motoneurones, des neurones moteurs, et qu'on arrive à traiter grâce à des virus bénins qu'on appelle les AAV, qui sont des virus associés à l'adénovirus, les virus adéno-associés, et ils sont utilisés en thérapie génique maintenant pour traiter ces pathologies. Il y a un sous-type qu'on appelle l'AV9, qui, d'ailleurs j'étais associé à cette découverte en partie, qui découverte au Généton, laboratoire du Téléthon, qui permet d'aller soigner les neurones et d'aller délivrer aux neurones une protéine qui est manquante. Dans le cas de la myotrophie spinale infantile, la protéine manquante, c'est la protéine SMN, qui veut dire survie du motoneurone, qui a été découverte par Judith Melki chez Ardon Munich, il y a une trentaine d'années, et qui elle est manquante chez ces gens-là, donc ces enfants-là. Donc leurs motoneurones ne survivent pas, donc leurs muscles se dégradent, et les bébés meurent un petit feu en 1 an et demi, 2 ans. C'est 2 ans, c'est une maladie atroce. Parce que les familles voient le bébé, et puis ça déclenche à 3 mois ou 4 mois. Et peu à peu, on voit le bébé s'atrophier, il ne peut plus tenir sa tête, du coup, on fait une catastrophe. Et c'est parce qu'il manque de ce facteur SMN. Et là maintenant, en l'espace de 2 ans, eh bien, on a 3 traitements qui sont apparus de thérapie génique pour restaurer. Et on peut dire que si ces bébés sont détectés à la naissance, ils sont sauvés. Alors qu'avant, ils étaient condamnés. Voilà. Ça c'est... Là, on utilise pour ça des vecteurs viraux, des virus qu'on a domestiqués. D'ailleurs, le virus du sida, c'est l'un de ceux qui nous aide le plus. Le virus du sida qui arrive très bien à aller dans les neurones et partout. Si vous enlevez le côté pathologique, vous l'utilisez que comme une fusée de délivrance, comme un facteur qui va délivrer un colis, eh bien, c'est un des 2 ou 3 outils les plus utilisés pour la thérapie génique. Vous connaissez Alain Fischer, hein? Alain Fischer, c'est lui qui, il est nobilisable, c'est lui qui est le premier, l'un des 2 premiers à utiliser des virus dérivés du sida, modifiés, enfin lui c'était pas des virus dérivés du sida, c'était des rétrovirus, mais c'est la même technologie, pour traiter les bébés bulles. Je ne sais pas si vous connaissez les bébés bulles. Oui. Des enfants qui n'ont pas de système immunitaire, qui vivaient dans une cage de plastique, et bien ces enfants vivent tout à fait normalement maintenant. Et ça, c'est Alain Fischer qui l'a découvert, le premier. Il prenait alors il y avait des gens autour qui travaillaient, mais il prend un peu de sang de ces enfants, dans lequel il y a des globules blancs, des lymphocytes. Alors ces enfants, eh ben, leurs lymphocytes ne se multiplient pas. Tous ces mécanismes de multiplication des lymphocytes dans les proximités ne se multiplient pas, parce qu'il leur manque un petit bout de protéine, qu'on appelle une sous-unité. Eh ben, il prend 1 million de ces cellules, et il injecte un rétrovirus dans la solution qui délivre le gène, ou un antivirus comme HIV, pour intégrer dans le génome de ces cellules la séquence perdue. On appelle le récepteur kappa, peu importe. Et ça donne un avantage sélectif à ces cellules qu'on réintroduit chez le patient, qui vont se nicher dans la moelle osseuse, et qui, lorsqu'il y a qui elles répondent, ont le récepteur qui leur permet de répondre aux facteurs de croissance, et qui, en l'espace de 2 mois, 3 mois, refont une population complète d'immunité. C'est-à-dire ces enfants qui n'avaient pas d'immunité, très peu, parce que leurs cellules étaient très peu nombreuses et très malades, en 2 mois, c'est un miracle. Ils ont une immunité, ils peuvent sortir de leur boîte, et c'est absolument extraordinaire. Les gens n'y croyaient pas, au départ, même
un équerre, les gens me disaient mais c'est pas possible. Et effectivement, et les enfants sortent de leur boîte et ils vivent tout à fait normalement. Maintenant, il y a plusieurs centaines d'enfants qui ont été traités. Donc voilà, c'est le miracle de la thérapie génique. Et quand le Généton, la FM Téléthon dit des choses comme ça, c'est vrai. Il y a vraiment des vraies thérapies. Alors, ça concerne un petit nombre de malades quand même, c'est des maladies très rares. En fait, on attrape toujours la Covid, même si on est vacciné. Mais quand on a eu un vaccin, on a dans le sang des populations de lymphocytes, les fameux lymphocytes B et T, qu'on appelle des lymphocytes mémoire. Eux, ils sont dans les starting blocks. Ils sont prêts à se multiplier tout de suite et à fabriquer des anticorps tout de suite. Ça prend quelques jours quand même. Le temps que le taux d'anticorps augmente. On a un taux d'anticorps qui diminue, ce qui est normal quand on n'est pas... Même quand on est vacciné, même quand on est atteint par la grippe, on a un taux d'anticorps, mais le taux d'anticorps diminue. Et donc, le temps que ça se remette en marche, quelques jours, on peut faire une mini-infection à la Covid ou à la grippe. Mais on avait les lymphocytes mémoire qui font qu'on a la capacité de répondre très vite et très fort, et donc de juguler en l'espace de quelques jours. Ça n'empêche pas de l'avoir, mais on la jugule très vite, et donc on ne fait pas de Covid grave. Il y avait une question au fond? Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus longuement de Paul Ehrlich? Paul Ehrlich, si vous voulez, oui, mais vous pouvez vous voir sur... C'est un peu mon idole. Il était histologiste. C'est-à-dire l'histologie, c'est la science des tissus, de la coloration des tissus pour voir comment sont les tissus. Quand vous avez quelqu'un a une suspicion de cancer, on prend un petit bout de tissu, on fait une coupe, on regarde au microscope. Et donc les histologistes, c'est la science des tissus, et on utilisait les colorants vitaux, les fameux colorants tirés de l'industrie des colorants allemandes, dans lesquels, par exemple, il y a des cellules qu'on appelle des éosinophiles, qui se colorent avec l'éosine, qui est un colorant. Ils aiment l'éosine, c'est pour ça qu'on les appelle les éosinophiles. Et il y a certains types cellulaires. Donc il arrivait comme ça à classifier les différents tissus et l'intérieur des cellules par leur affinité pour tel ou tel colorant. Et il a à ce moment-là émis l'hypothèse qu'il a écrit dans un article qui s'appelle Chémothérapie en France, que j'ai lu quand il est passé à l'Institut Pasteur, et qui était lumineux parce que tout y était. Et ça, c'était dans les années 1900. Il a émis cette idée d'affinité d'une molécule chimique pour une cible. Et cette cible, ça pouvait être une cible biologique, et donc on pouvait espérer avoir une sélectivité d'action sur le vivant. En d'autres termes, on pouvait espérer tuer des bactéries sans tuer le patient. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des molécules chimiques qui étaient sélectives pour les bactéries. C'est le cas des antibiotiques. Ils tuent les bactéries, mais ils ne tuent pas le patient. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre certaines protéines des bactéries qui ne sont pas présentes chez nous, et lorsqu'on cible ces protéines-là et qu'on les bloque, eh ben, on tue la bactérie, mais on ne tue pas le patient. Et c'est lui qui a émis cette hypothèse auparavant. On disait c'est impossible, c'est les vivants, c'est tout ou rien, on peut le tuer ou le faire vivre, il y a des poisons, mais on n'arrivait pas à avoir une sélectivité. Et alors, à l'époque, on traitait la syphilis, qui était un désastre, hein, avec des arséniates, dérivés d'arsenic qu'on mettait sur les centres syphilitiques. Et lui, il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas de sélectivité? Et en regardant le microscope, parce qu'on arrivait à cultiver le tréponème, qui est la bactérie de la syphilis, qui était une catastrophe. Les gens se tuaient, ils devenaient fous, ça attaque le cerveau, c'était une catastrophe. Hein. C'est une maladie que nous ont refilé les Indiens d'Amérique latine, ils se sont vengés. Et beaucoup de jeunes qui attrapaient la syphilis se suicidaient parce qu'ils savaient qu'ils avaient un destin dramatique. Ça attaque les os, ça attaque le cerveau, ça met 20 ans, mais ça bouffe de l'intérieur. Maintenant, ça soigne parfaitement avec les antibiotiques. Hein. Mais à l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques. Et il avait un chimiste, un japonais, à qui il a fait synthétiser des dizaines et des dizaines et des dizaines de molécules dérivées des arséniates. Et à chaque fois, il essayait de voir lequel se concentrait le plus dans la bactérie de la syphilis, parce qu'il les avait en culture. Et donc, il mettait ce truc-là, et il voyait si ça se concentrait, si ça tuait. Et il en a sélectionné un qui s'appelle le Salvastan, qui a été testé, qui est devenu le premier médicament
contre la syphilis. C'était un miracle. Auparavant, on traitait les gens avec du mercure. On croyait les soigner, on n'a jamais démontré que ça puisse servir à quoi que ce soit. C'était totalement dégradant. Et ça a eu des résultats très très bons. Alors il y a quand même eu des effets toxiques. Il a été attaqué pour ça. On a dit qu'il faisait du mal aux patients. Donc il a continué à faire de la chimie et ils ont découvert une autre molécule. Et à Pasteur, on a découvert un dérivé du Salvastor, la molécule d'Ehrlich, qui était tout aussi efficace mais moins toxique. Et c'est ça qui a remplacé, jusqu'à la découverte des antibiotiques dans les années 46-47, les pénicillines, où là, ça a été parfait. On traite la syphilis maintenant en quelques jours, intégralement grâce aux antibiotiques. Mais ça a été une révolution. Et ensuite, il a essayé de réfléchir comment on se bat contre les bactéries, contre les virus. Il a émis l'hypothèse qu'on fabriquait notre propre chimie, qu'il a appelée anticorps. On connaissait ces grosses molécules et qui a dit voilà, on fabrique nous-mêmes, et il appelait ça d'immunité, nos molécules chimiques à nous, qui sont les anticorps, qui se fixent sur les bactéries et les virus et qui permettent de les tuer. Donc il a inventé le concept de l'immunologie moderne. C'était un génie. Il y a une photo d'Ehrlich que j'ai publié un livre et je crois que j'ai mis j'ai sa photo dans mon bureau. Et la vaccination est venue de là, quoi. Alors c'est pas lui qui a découvert les vaccins, c'est Jenner et d'autres, mais il a compris comment ça fonctionnait et ça a conduit à tous les développements de la vaccination. Donc ça a été à la fois le créateur de la chimiothérapie, la thérapie chimique qui traite le cancer, qui traite tout ça, et de l'immunologie, les deux grandes sciences fondamentales de la thérapeutique. On traite maintenant les cancers par immunologie. C'est une révolution. Ce qu'on appelle les checkpoint inhibitors. C'est des inhibiteurs d'orientation qui justement viennent activer, parce que les cellules immunitaires, décrites par Paul Ehrlich, limiter quand c'est trop fort, ça dégrade. Par exemple, tout ce qui est les attaques des articulations, la polyarthrite, tout ça, c'est nos anticorps, nos cellules immunitaires qui fonctionnent trop fort. Quand ça fonctionne trop, et ben ça nous dégrade. Donc il y a un équilibre très subtil qui lance le système immunitaire et qui l'arrête quand on atteint une limite de toxicité. C'est quand même des réactions de dégradation que ça entraîne. Ça tue les bactéries en produisant on appelle de moins les radicaux qui sont toxiques. Et donc, ces systèmes-là, ils ont un système de checkpoint, de contrôle, qui font qu'à un certain moment, il y a des systèmes qui calment le système immunitaire. Hein. Et en fait, les cellules cancéreuses, elles ont appris à domestiquer ce système-là, et elles ont appris finalement à calmer et à bloquer les cellules T tueuses qui ne viennent pas les attaquer, parce qu'elles produisent au niveau de ce checkpoint, hein, un checkpoint c'est un poste de contrôle, elles produisent des inhibiteurs de ces postes de contrôle. Et maintenant, dès qu'on a une cible comme ça, on fait des anticorps. On appelle les anticorps monoclonaux, c'est Milstein qui a découvert ça, c'est la révolution des anticorps monoclonaux, il y en a des centaines qui sont en développement à l'heure actuelle. Quand on a une cible, on essaie de faire un anticorps qui va se fixer dessus. Et lui, ce japonais, a découvert ce checkpoint, et il a fait des anticorps qui viennent bloquer les checkpoints calmants. Et ces anticorps-là sont les molécules qu'on utilise en cancer, parce qu'on fabrique nos propres anticorps contre les cellules cancéreuses, et grâce à ce système d'anticorps qui bloque le système calmant, eh bien notre système immunitaire est capable d'aller tuer les tumeurs. Et inversement, dans des maladies auto-immunes, dans lesquelles notre système immunitaire est trop fort, eh bien, il y a d'autres anticorps monoclonaux qui viennent bloquer les systèmes d'activation des systèmes immunitaires et qui donc empêchent le système immunitaire de trop s'activer. Et c'est ce qu'on traite qu'on utilise dans des maladies dites à composante inflammatoire ou immuno-inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde qui touche beaucoup de personnes âgées, et d'autres maladies comme, je pense, le lupus érythémateux. Et tout ça, c'est venu de ces concepts de base d'immunité. Donc c'est vraiment un géant. D'ailleurs, il est connu dans le domaine pour ça. Et pas autant qu'Einstein, parce que ça n'a pas il a fallu beaucoup plus de temps pour que ça se développe. Mais c'est vraiment lui qui a tout inventé. C'était un type extraordinaire.
pour connaître une maladie rare, vous avez des centres de référence, des centres de compétences, maladie rare. Suivant la maladie, il y a un site qui s'appelle Maladie Rare Info Service, Maladie Rare Info Service, dans lequel on peut téléphoner, on peut avoir un accueil, et on peut être orienté, parce qu'il y a 7000 maladies rares de l'enfant. Donc c'est assez difficile, si vous voulez, quand il y a 7000 maladies rares, donc les médecins ne sont pas tellement formés pour ça. C'est pour ça qu'on a maillé le dispositif avec des centres de compétences maladies rares du foie, etc. Et puis parfois on oriente l'enfant vers le centre de référence, qui est le centre leader. Hein. Il y a, je sais pas, il y a 600 centres de compétences en France et 250 centres de référence, spécialistes de telle ou telle maladie rare. Comme il y a 7000 maladies rares, vous voyez que chaque centre de référence est spécialiste peut-être d'une trentaine de maladies rares. Alors le tout, c'est d'identifier. Alors je sais que les grands spécialistes des maladies rares, c'est l'hôpital Necker à Paris, oui. Et puis l'hôpital Robert Debré. Donc c'est eux qui connaissent et qui ensuite orientent vers les centres de référence et les centres. Mais c'est vrai qu'il y a une période d'errance diagnostique qui font que ça peut durer plusieurs années avant qu'on comprenne ce qui se passe. Et vous avez un site qui s'appelle Orphanet, O-R-P-H-A-N-E-T, Orphanet, qui est un site internet. Mais là, il faut connaître le nom de la maladie. Oui. Si on connaît le nom de la maladie, ils vous diront quel centre de référence. C'est en France d'ailleurs, c'est situé à la plateforme Maladie Rare, au même endroit, le même bâtiment que ma fondation. Dans le même bâtiment, nous avons le site Orphanet, l'équipe d'Orphanet, la fondation Maladie Rare, Maladie Rare Info Service, qui sont des gens qui répondent au téléphone. Hein. Vous avez l'Alliance Maladie Rare qui regroupe 250 associations de patients, parce que pour cette maladie, il y a des associations de patients qui se constituent. Et puis vous avez Eurordis, qui est un ensemble d'associations au niveau européen, c'est très organisé. Hein. Mais pour avoir les premiers renseignements, c'est soit à Necker, soit appeler le MRIS, Maladie Rare Info Service, où il y a des personnes qui sont là pour répondre aux familles. Est-ce que le contenu des vaccins, Moderna, Pfizer, etc., ont évolué, est-ce que depuis les premiers vaccins jusqu'à ceux d'aujourd'hui, est-ce que c'est exactement le même contenu ou est-ce qu'il y a une évolution? À ma connaissance, il n'y a rien évolué parce qu'il faut refaire toutes les études si vous évoluez. Par contre, ils sont en train de travailler sur un ARN messager qui n'est pas celui qui code pour la spike du premier Covid, mais un ARN messager qui code pour le spike de Omicron. Et là, ils auront un vaccin spécifique, plus spécifique Omicron, parce que quand on dit que les virus mutent, c'est la protéine spike qui change. Donc là, on aura un vaccin plus spécifique d'Omicron, mais en fait, est-ce que ça va être utile? Parce que déjà, ce qu'on avait nous protège quand même suffisamment d'Omicron, un peu en tout cas, et en plus, d'ici à ce qu'ils aient sorti ce nouveau vaccin, et ben, Omicron aura peut-être disparu. Donc peut-être que leur vaccin Omicron ne servira à rien. D'ailleurs, l'action de Moderna est en chute libre. Vous avez une autre société d'ARN messager allemande qui s'appelle CureVac, qui elle est sur le cancer depuis 15 ans, l'ARN messager, et pour l'instant, non, le cancer se défend bien. Mais il faut chercher. Hein. Vous savez, les checkpoint inhibitors, ça a mis 30 ans à se développer. Donc, le front du cancer avance énormément. Hein. Vous avez des cancers, quand j'avais 20 ans, qui tuaient à 100%. Le cancer des testicules, ça tuait à 100%. Et grâce au cisplatine, qui est une découverte française d'ailleurs, eh bien ça soigne à 100%. On ne meurt plus du cancer des testicules alors que c'était les premières causes de décès de l'homme jeune. J'avais 20 ans. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que le cisplatine, c'est un poison. Et donc les gens ont dit, oh, un poison, ça va tuer les cellules cancéreuses, plus que les autres, on va essayer. Et puis ils ont traité sur les souris, ça marchait super bien. Et puis ils ont traité quelques patients, et les patients sont morts fusillés par une toxicité rénale aiguë. Ça bousille le rein. Et donc cette molécule a été jetée aux platines, dérivée à la poubelle, c'est dérivé du platine, parce que c'était trop dangereux. Les patients mouraient guéris. Et puis,
il y a eu... Alors comment ça a été découvert le cisplatine d'abord? C'était un Américain qui travaillait sur un phénomène tout à fait fondamental. Lorsqu'on mettait des électrodes dans de l'eau, où il y avait des bactéries, il balançait de l'électricité avec les électrodes, et les bactéries s'alignaient. Et on ne comprenait pas ce phénomène. Et donc, on se disait, tiens, il y a peut-être des propriétés magnétiques des bactéries, etc. Ça s'aligne dans les champs électriques, etc. Et lui, il a bossé pendant 4 ou 5 ans tout seul dans son labo, Rosenberg, il s'appelait, je crois. Et il a sorti un papier au bout de 5 ans en disant, j'ai découvert pourquoi ce phénomène se passe. Quand vous balancez de l'électricité à travers les électrodes, c'est des électrodes en platine, elles produisent un poison. Ce poison tue les bactéries, et lorsqu'il y a ce poison, les bactéries ont une réponse qu'on appelle la réponse au stress. Elles s'alignent pour se protéger, elles forment une ligne. Et donc il a dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est produit, et il a trouvé ce que c'était le cisplatine, ou le dichloroplatine, c'est-à-dire c'est un platine avec du chlore, c'est-à-dire du chlore dans la solution. Et il a dit, voilà, c'est ça, c'est ce poison-là. Et donc les gens ont dit, ah, un poison, ça nous intéresse. Ils ont testé sur les tumeurs de souris, ils ont dit, génial, ça se soigne. Ils sont allés assez vite chez l'homme, et les patients sont morts. Et donc on a jeté ça à la poubelle. Et puis il y a eu un Français, un médecin, c'est là qu'on voit que, si vous voulez, la biologie, la médecine, c'est le génie de tous les gens rassemblés. Au départ, c'était un microbiologiste. Et puis le médecin, il s'est dit, ben, ça tue les patients d'une pathologie rénale, et ben moi ce que je vais faire, je vais donner aux patients des diurétiques. Je vais leur donner des trucs qui font uriner. Et je vais leur faire boire des litres. Et donc, je vais les traiter au cisplatine, et comme ils vont uriner des litres, le cisplatine n'aura pas le temps de rester dans le rein. Et donc peut-être que je vais maintenir les patients en vie. Et effectivement, c'est ça qui a marché, c'est-à-dire qu'il est arrivé à donner suffisamment de cisplatine pour tuer les cellules tumorales, sans tuer les patients, parce que comme les patients urinaient sans arrêt, et ben le poison ne restait pas dans les reins. Et c'est ça qu'on fait maintenant, et c'est comme ça qu'on traite 100% des patients atteints de tumeurs des testicules, mais il y a plein d'autres tumeurs qu'on traite au cisplatine. C'est devenu une molécule de référence, tumeur du poumon, tumeur du côlon, etc. Et donc l'intuition d'un médecin, ça s'est passé à Gustave Roussy, c'est un médecin français, des gens totalement inconnus, mais qui ont eu cette intuition géniale et qui a rendu la chose possible. Donc c'est un domaine fantastique et dans lequel il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Par exemple, il y a mon ami Zélie Guéchard, lui doit avoir le prix Nobel dans quelques années, c'est sûr. Il a inventé la dernière révolution dans le domaine du cancer, qu'on appelle les cellules CAR-T. Et CAR-T, c'est un truc très très étonnant, car ça veut dire chimérique antigène récepteur. C'est-à-dire c'est un récepteur d'antigène. Je vous ai montré ce que c'était que les récepteurs d'antigène, sur les cellules immunitaires. Là, vous avez un récepteur d'antigène. D'accord? Et donc, ça c'est un récepteur d'antigène. Eh bien, il s'est dit, moi je vais fabriquer des cellules lymphocytes T tueurs modifiées en leur injectant un gène qui va coder pour un récepteur chimérique d'antigène qui va reconnaître les protéines exprimées à la surface des cellules tumorales. Et ainsi, je vais essayer de faire un médicament, à savoir, mais ça sera un médicament cellulaire. Je prends les cellules du patient, je les modifie, je réinjecte un gène qui code pour un récepteur spécifique qui reconnaît les antigènes tumoraux à la surface des cellules tumorales. Et ces cellules lymphocytes tueurs, eh ben, comme ils vont être stimulés, c'est un médicament qui va se développer dans l'organisme. C'est un médicament intelligent qui, lorsqu'il y a de la tumeur, se multiplie, comme des leucémies. D'accord ? Et lorsqu'il n'y a plus de leucémie, eh ben, ces lymphocytes T tueurs, ils meurent, il n'y a que quelques lymphocytes mémoire qui restent. Donc c'est un médicament à géométrie variable, en quelque sorte. Et il expliquait tout ça dans les colloques de thérapie génique, et comme il expliquait pas très bien Saint-Kiboustik au départ, on disait ça ne marchera jamais. Puis finalement, ça marchait sur des souris, suffisamment pour que on essaye chez l'homme, et puis chez l'homme, sur un neuroblastome, ça n'a pas eu de très très bons résultats. Et pendant 10 ans, Zelig, tout seul dans son coin avec la petite équipe, il peaufinait le concept, etc. Jusqu'au jour où il y a un Américain qui s'est rendu compte que pour stimuler ces lymphocytes T, il n'y avait pas que le CAR qu'il fallait, mais dans tout système lymphocyte T, il y a aussi ce qu'on appelle des corécepteurs
Ce sont des couples adjuvants qui reconnaissent une autre protéine et qui sont nécessaires pour qu'il faut 2 stimulations. Et donc, l'Américain a dit, je vais prendre le petit bout qui est à l'intérieur, qui correspond à la 2e stimulation, et je vais le mettre dans le quart. Et donc, mon quart, il aura un double pouvoir de stimulation. Ça a donné des quarts de seconde génération. Et là, c'est le miracle. Il y a 5 ans, des gens qui avaient des leucémies lymphoblastiques aiguës ou leucémie LLC, leucémie leucocytaire aiguë, et il y en a une deuxième, qui avait plus aucun espoir thérapeutique, tous les traitements avaient été tentés, leur sang était blanc, tellement ils avaient des cellules leucémiques. On leur injecte quelques millions de ces cellules CAR-T, ça dépote à toute vitesse et ça se multiplie comme des folles jusqu'à ce qu'elles aient tué toutes les cellules lymphocytaires du patient. Et en 2 mois, tout seul, le patient se guérit et guérit de leucémie. Des miracles, un truc extraordinaire. Et maintenant, alors c'est pareil, on est dans les grands chiffres. Il y avait un étudiant qui s'appelle Beltegrouille, qui était un cancérologue chez lui à Weizmann, qui est allé aux États-Unis créer une boîte sur ce concept. Et en 5 ans, la boîte a été rachetée 8 milliards de dollars par Novartis. 8 milliards. Par Gilead, pour vous dire un peu. Et tous les grands de la pharma font du CAR-T maintenant. C'est des traitements à 1 million d'euros de traitement, mais on sauve le malade. Hein. Et alors ça marche beaucoup sur les tumeurs liquides. Un peu moins bien sur les tumeurs solides pour l'instant. Mais voilà, et en fait, ça a marché, mais c'était tellement violent qu'il y a aussi des gens qui sont morts parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle un neuracytokinie, comme pour le Covid. Les gens, ils meurent de trop d'inflammation, de trop forte réaction. Et donc, on a développé des anticorps monoclonaux qui contrôlent l'aura cytokinique et qui viennent contrôler la réponse CAR-T. Et c'est fabuleux. Maintenant, la plupart des hôpitaux s'équipent. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut prendre du patient, il faut les modifier génétiquement et l'introduire. Maintenant, tout ça est fait dans des machines intégrées, des robots. Vous mettez les quelques cellules du patient. Tout est fait dans le robot, on va récupérer la poche, vous l'injectez au patient. Des trucs incroyables. On vit des choses magnifiques dans ce domaine à l'heure actuelle. Merci infiniment Daniel. Merci.